Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Signe Blanc, le podcast qui a été créé pour aider les jeunes actifs comme toi à pouvoir se lancer avec succès dans le monde de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Tout ça grâce au retour d'expérience et aux conseils concrets que tu vas recevoir de moi et des invités à travers de multiples épisodes. Aujourd'hui, j'ai la chance de te recevoir Dimitri de Dim Decrypt. On va pouvoir parler d'un sujet qui est très intéressant et dont on entend encore plus parler en ce moment. Est-ce que les crypto-monnaies, c'est une arnaque? Est-ce que c'est une révolution? Pourquoi est-ce que ça nous concerne? Et ça, c'est un fait. Ça vous concerne. Et c'est pour ça que je te pose la question aujourd'hui. Et on va traverser un petit peu tout le sujet à travers ton parcours, comment t'es atterri dans cet univers des cryptos et pourquoi aujourd'hui t'en as fait une expertise aussi dans le milieu des investissements. Peut-être que tu as d'autres actifs. Et ça, on va pouvoir en parler ensemble. D'accord? On va en parler, effectivement. Bon, du coup, je te laisse te présenter, nous expliquer qui tu es, justement, aux personnes qui nous écoutent. Eh bien, merci pour cette invitation, en tout cas. Avec je plaisir. suis très heureux de pouvoir faire cette interview. Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Dim Decrypt. Je suis vulgarisateur du Web3, des cryptos et de la finance décentralisée. Mon but étant de vous aider à mieux comprendre les cryptos et comment ça fonctionne, comment les utiliser et pourquoi les crypto-monnaies est une révolution financière à l'heure actuelle. Donc, tu nous apportes déjà une réponse là, en nous disant pourquoi c'est une révolution. Mais est-ce qu'il y a des arnaques aussi? Je pense qu'il y a deux sujets qui coexistent ensemble. Effectivement. Et il va falloir parler des deux, dégrossir ça. Alors, le but, c'est pas de vous faire un cours sur les cryptos, puisque le format podcast, c'est vraiment une heure et demie où on va dégrossir le sujet. Après, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur, faire mon avis, est-ce que vraiment c'est une arnaque? Est-ce que c'est une révolution? Est-ce que je veux diversifier mon portefeuille et me lancer dedans? Ça, après, il faudra venir te voir directement sur les réseaux pour venir aller chercher plus de contenu. Aujourd'hui, on est à Surfing Bitcoin. Donc, c'est comme ça que personnellement, j'ai découvert parce que je suis débutante. Donc, on va vraiment se positionner comme ça. Une grande débutante qui te pose des questions et qui te dit, mais qu'est-ce que c'est que cet univers? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tu peux déjà m'expliquer ce que c'est une crypto, en fait? Exactement. Alors, c'est une question que beaucoup de personnes qui n'y s'y connaissent pas, effectivement, se posent la question. Une définition claire. Alors, j'entends beaucoup de gens dire « ouais, c'est de la monnaie numérique ». Ouais. Alors, je suis pas vraiment d'accord. Effectivement, c'est de la monnaie numérique, mais l'euro est aussi de la monnaie numérique. Un livret A, c'est du numérique. Tout est maintenant numérique à l'heure actuelle. Alors, l'euro, t'as quand même la forme. Oui, il y a du papier, il y a des pièces, etc. Mais à mon humble avis, travaillant dans l'écosystème des cryptos et voyant un petit peu l'écosystème évoluer, grandir avec les régulations, avec des nouvelles sociétés qui arrivent, etc., et qui travaillent en collaboration, notamment avec les gouvernements. On peut aussi entendre par les médias, etc., que les gouvernements commencent à s'intéresser sur des monnaies numériques de banque centrale. Oui, ça renseignez-vous bien parce que ça arrive. Et ça arrive et ça va arriver très très vite. Donc ce sont deux sujets au final qui se ressemblent parce que c'est du numérique. Et au final, la différence entre les crypto-monnaies, notamment je vais parler beaucoup de Bitcoin parce qu'on est à Surfing Bitcoin, c'est au final son fonctionnement en interne. En fait, Bitcoin, il a une quantité limitée, il n'y en aura pas un de plus, c'est 21 000. À l'inverse que de l'euro, c'est inflationniste et il n'y a pas de limite. Et ceux qui contrôlent l'euro, c'est la Banque Centrale Européenne. Donc on a une planche à billets, on imprime comme on veut, il n'y a pas de nombre limité. On peut pas dire là j'ai émis tant, je m'arrête là. Exactement, tout à fait. Au contraire, les gouvernements en fait impriment de l'argent pour faire tourner l'économie. Et c'est ça qu'eux, ils veulent. Ils ne veulent pas de chômage, ils veulent que les gens consomment et dépensent. Oui. Et c'est pour ça que Bitcoin a été créé parce que, à la suite de la crise des subprimes aux États-Unis en 2008, ça a eu un gros impact et c'est là où Bitcoin a été créé pour avoir une réserve de valeur. Pour qu'il n'y ait personne qui puisse le contrôler et le centraliser. Il n'y a plus aucun intermédiaire. Exactement, tout à fait. En fait, Bitcoin, prenez-le comme un logiciel informatique qui est réparti dans le monde entier, que tout le monde y a accès. En réalisant une transaction Bitcoin, eh bien, ça va être ce logiciel qui va traiter la transaction. Ces logiciels tournent grâce à des ordinateurs, et ça va être ces ordinateurs qui vont vérifier les transactions en automatique. Les ordinateurs, c'est qui les gère? Alors, les ordinateurs, ce sont des particuliers comme vous et moi qui peuvent en avoir chez soi. Alors, tout dépend de votre zone géographique, forcément, parce qu'il y a un impact
sur le coût de l'électricité, et puis un impact aussi thermique, parce que un ordinateur sur le réseau Bitcoin, en l'occurrence, émet beaucoup de chaleur. Donc, il y a beaucoup de contraintes, mais ce sont eux qui vont en fait traiter les transactions. Et ce n'est pas des ordinateurs en fait contrôlés par une entité centralisée. Et donc, si demain une personne dit oh, mais je ne suis pas d'accord avec ça, moi j'aimerais que ça soit plus comme ça, eh ben il faut qu'en fait les ordinateurs du réseau Bitcoin soient en adéquation avec cette proposition. Et s'ils sont pas d'accord, ils restent sur ce type au final du Bitcoin classique comme on Les le connaît ordinateurs, actuellement. c'est les gens derrière qui vont faire le travail autour de ce réseau. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, Bitcoin, il a cette fonctionnalité d'avoir une quantité limitée, et c'est pourquoi en fait on le considère comme réserve de valeur. Et c'est ce qui nous manquait à l'heure actuelle dans le monde financier, c'est cette réserve de valeur qui peut être utilisée depuis un téléphone facilement, de pouvoir l'acheter ou le revendre en l'espace de quelques secondes sur des plateformes réputées et régulées. Quand tu dis réserve de valeur, je vais un petit peu étayer ce propos-là parce que pour la majorité des gens, réserve de valeur, c'est un concept qui est quand même assez abstrait. Réserve de valeur, tu dirais que, moi de ce que j'ai appris, c'est que on a 21 millions de bitcoins qui vont être émis, pas un de plus. Ce qui veut dire qu'après, une fois que c'est émis, ça va prendre de la valeur, un peu comme l'or finalement. Alors, Bitcoin, en fait, à l'heure actuelle, où on tourne cette vidéo, il y a de l'inflation sur Bitcoin. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toutes les 10 minutes, il y a des Bitcoins qui sont créés. Ouais, l'inflation, c'est la création de monnaie, Voilà. aussi simplement que ça. Voilà, exactement. Et sauf que dans le logiciel du Bitcoin, en fait, on va avoir une réduction de cette création qui est divisée par 2 tous les 4 ans. Ok. Et en fait, c'est un moment qui est extrêmement attendu par les bitcoiners, c'est ce qu'on appelle le halving, à la réduction de moitié. Half. Exactement. Tout à fait. Okay. Et en fait, cette réduction de moitié, c'est la réduction de moitié de la création de Bitcoin. Donc en fait, par exemple, toutes les 10 minutes. À l'heure actuelle, je crois qu'on est à 3,125 Bitcoin. Qui sont émis toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, exactement. Okay. Et donnés à qui? Et donnés aux ordinateurs qui valident en fait un ensemble de transactions. Ouais, ce que tu expliquais au départ avec ce réseau. D'accord, très bien. Et en fait, cet ensemble de transactions, vous pouvez l'imaginer comme un carton en fait qu'un ordinateur va venir sceller à tout jamais, qui ne sera impossible à modifier. Et en fait, quand tous les ordinateurs du réseau Bitcoin vont se battre pour pouvoir le sceller, et le premier qui arrive à sceller ce carton, eh bien, il est récompensé par le logiciel Bitcoin, et il est récompensé par 3,125 Bitcoin. C'est une très belle récompense. Oui, quand on voit le cours du Bitcoin à l'heure actuelle. Ah oui. Mais pour gagner cette bataille, eh bien, il faut posséder la puissance de calcul. En gros, c'est l'ordinateur qui sera le plus puissant qui va pouvoir sceller ce bloc le plus rapidement possible. Alors, si vous voulez en savoir davantage sur le fonctionnement de Bitcoin, je vous redirige vers ma vidéo sur qu'est-ce que le Bitcoin. C'est une question qui, en fait, est beaucoup plus lente à répondre que ce que je demandais au départ parce que, au final, il y a une révolution technologique derrière et à venir expliquer, c'est comme si vous expliquiez Internet à votre arrière-grand-parent. En fait, le temps qu'il comprenne, il va se dire, OK, d'accord, en fait, il y a tout un autre univers. Et c'est un peu une invitation à plonger dedans et faire votre avis. Exactement. Donc, dans l'idée, c'est, on vous explique, allez voir par contre, allez vous former, allez vous faire votre avis, s'il vous plaît, votre avis. Et puis surtout, pourquoi ça nous concerne finalement? Le souci, c'est qu'épargner de l'argent n'est pas viable sur du long terme. Parce que vous allez épargner de l'euro. Et l'euro, il va perdre de son pouvoir d'achat sur du long terme. On peut le voir, notamment entre le Covid-19 et maintenant, il y a eu quand même une évolution des prix à la hausse. Que ça soit l'eau, l'électricité, le loyer, l'alimentation. Pourquoi épargner de l'euro si demain je vais devoir en dépenser 2 fois plus? Ça n'a aucun sens. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est que épargner de l'euro sur un livret A, dans tous les cas, cet euro, on va devoir un jour le dépenser. Et c'est au final ce que veut la Banque Centrale Européenne. Les gouvernements, c'est ce qu'ils veulent. C'est de faire tourner l'économie et de vous inciter à consommer.
Alors justement, ce qui est important, c'est que quand tu vas travailler sur l'inflation, tu comprends vite que finalement tu crames un peu ton argent en le mettant dans un livret A. Alors oui, il faut commencer par son livret A. Et ensuite, pourquoi on vous dit d'investir? Pourquoi on vous dit que c'est important d'investir? Parce que 2% sur un livret A, en fait, quand on regarde les taux de l'inflation, vous cramez littéralement votre argent. Donc investir, c'est se protéger, plus même que s'enrichir. Et Exactement. derrière ça, on va avoir des multitudes d'actifs, dont fait partie également les crypto-monnaies, pour pouvoir diversifier cette protection. Si vous n'êtes pas connaisseur dans les cryptos, je ne vous recommande pas d'épargner d'autres crypto-monnaies que du Bitcoin. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, les autres crypto-monnaies n'ont pas du tout le même fonctionnement que Bitcoin. Bitcoin, il reste relativement unique, il a une quantité limitée, et en fait, il y a personne qui va venir le centraliser, le gouverner. À l'inverse que les autres crypto-monnaies, que dans le jargon, dans le monde des cryptos, les bitcoiners, ils aiment bien appeler ça les altcoins, donc les monnaies alternatives, ont leur propre fonctionnement. Par exemple, je prends la deuxième plus grosse crypto-monnaie qui s'appelle l'Ethereum. Elle n'a pas de quantité limitée. Elle est illimitée, sauf que dans son fonctionnement, chaque personne qui va réaliser une transaction sur Ethereum va brûler une infime quantité d'Ethereum, multipliée par le nombre de transactions, ce qui va faire que Ethereum, sur du long terme, va être déflationniste plutôt que désinflationniste comme il est actuellement Bitcoin. Alors, deux notions différentes. Attention, ce sont deux notions différentes, Ouais. Effectivement. On a pu en parler très longuement hier soir. Voilà, que je comprenne moi aussi ce que c'était, parce que je suis aussi novice que vous, donc c'est important. Donc, en fait, si vous voulez, il y a même trois notions. Donc, il y a l'inflation. L'inflation, c'est l'augmentation de la quantité de monnaie en circulation. De la création. De la pure et création, dure. voilà. Notamment l'euro. Donc, l'euro, c'est de l'inflation. De la désinflation, c'est Bitcoin. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on va avoir de l'inflation, mais plus le temps va passer, plus cette inflation va se réduire. Jusqu'à atteindre le certain cap. C'est-à-dire qu'on crée de la monnaie jusqu'à 21 millions, et à 21 millions, ça s'arrête. Ça s'arrête. Stop. Voilà. Donc, les ordinateurs du réseau, à ce moment-là, nous, on ne sera plus de ce monde, mais parce que on a estimé que ça arriverait en 2140. Oui. Donc, voilà. Ce sera plus là. Et quand ce cap sera atteint, en fait, les ordinateurs vont tout simplement se rémunérer avec les frais de transaction que les utilisateurs payeront. Donc ça, c'est la désinflation. Et le troisième, c'est donc le cas d'Ethereum, c'est la déflation, où là, on va avoir une réduction de la quantité de monnaie en circulation. Parce qu'en fait, tu fais une transaction et elle disparaît après. Alors, tu fais ta transaction et tu vas faire disparaître. En fait, dans ta transaction, les ordinateurs vont récupérer les frais de transaction, oui. Et un certain pourcentage de ces frais de transaction seront brûlés à tout jamais et personne ne pourra le récupérer. Tu perds pas de la valeur du coup? Non. Ok. C'est pas toi qui va payer cette déflation, ça va être sur les frais que l'ensemble des personnes aura payé au moment T. Eh bien, sur la quantité de frais récoltés, il va y avoir un pourcentage qui sera brûlé. D'accord. Alors, la question aussi que j'ai, moi, un petit peu plus originelle, c'est, il y a eu Bitcoin de créer en premier, donc en réaction à la crise des subprimes, et justement se dire, je veux plus d'intermédiaires. Maintenant, le système monétaire, il doit aussi finalement nous appartenir et être nous-mêmes garantisseurs de ce système-là. Mais pourquoi on est venu chercher des alternatives, des altcoins? C'est quoi, en fait, ces nouveaux projets qui se sont greffés autour de ce premier projet qui était Bitcoin? Alors, il faut savoir que Bitcoin, donc, est lui, de plus en plus, donc, comme je vous l'ai dit, considéré comme réserve de valeur. Mais en fait, une monnaie, Bitcoin en l'occurrence, sur son protocole, n'est pas très flexible. C'est compliqué en fait de construire
quelque chose sur Bitcoin. D'accord. Du point de vue de son développement, par exemple, au lieu d'avoir une monnaie qui est volatile comme le Bitcoin, avoir une monnaie stable dit stable coin, donc adossée à de l'euro ou à du dollar, sur Bitcoin, c'est extrêmement délicat parce que c'est une blockchain qui est une chaîne de blocs. C'est cette, au final, entre guillemets, technologie qui est employée, qui est utilisée sur Bitcoin. Et bien sur les autres crypto-monnaies, on va pouvoir le faire, notamment sur Ethereum. C'est pour ça que, en fait, il y a d'autres crypto-monnaies qui ont été construites pour une utilité différente. Donc Ethereum, au final, c'est plus considéré comme un ordinateur mondial sur lequel on peut créer sa propre crypto-monnaie. Quel est le but? Alors, le but étant de servir une utilité différente. Par exemple, les stablecoins sont créés sur la blockchain Ethereum pour répondre aux attentes des investisseurs pour pouvoir échanger des actifs volatiles contre une monnaie qui reste stable et qui reste à un cap de 1 euro ou 1 dollar. Okay. Au lieu, par exemple, d'avoir de l'imposition si on échange du Bitcoin contre du vrai euro. Donc, imaginez-vous s'il y a un trader qui trade du Bitcoin contre de l'euro, eh bien, à chaque fois qu'il va en France faire ce type de transaction, il va devoir être imposé. Ouais. Au lieu que, pour le moment, s'il passe sur un stablecoin, il n'est pas imposé. Oui, parce qu'il est indexé à l'euro, donc il a une valeur qui va être plus ou moins égale, mais par contre, il n'a pas la flat tax de 30%. Il n'a pas cette fameuse flat tax parce que ce n'est pas la monnaie gouvernementale, le stablecoin. Donc, c'est actuellement en réflexion, comme on a pu l'entendre à Surfing Bitcoin aujourd'hui, sur la question de la régulation sur un stablecoin. Est-ce qu'un stablecoin doit être considéré comme une monnaie légale au final et auquel cas être imposé à chaque fois qu'on l'utilise? C'est en réflexion, ce n'est pas pour le moment, imposé. C'est une question que le gouvernement se pose. Et là, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est que le gouvernement se pose des questions sur mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le gouvernement se pose énormément de questions parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui en parlent. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent utiliser les crypto-monnaies, notamment Bitcoin, parce que ça répond à un besoin très spécifique. Et pour finir ta question sur les autres crypto-monnaies, c'est que au final, les cryptos, ça correspond à une utilité et plus les cryptos sont jeunes, au final, plus ils sont centralisés par une entité, une entreprise, un État, etc. Et en fait, pourquoi au final les entreprises vont venir créer ce type de projet, ce type de monnaie? C'est pour c'est pour des aspects un peu différents, pour une utilité dans un projet, etc. Par exemple, un projet qui va venir miner ou qui va faire, je sais pas, des rewards en utilisant une application, ces rewards seront en crypto. Ouais. Par exemple. Voilà. Au lieu que ça soit des faux tokens, représentant un bon de réduction dans une enseigne particulière, ça sera sous la forme d'une crypto-monnaie utilisable sur un réseau qui n'appartient pas au final à cette entreprise, comme sur Ethereum, qui est un réseau décentralisé. Et sur Ethereum, on peut venir créer sa propre crypto-monnaie en l'espace de 5 minutes si vous êtes bon en codage. Donc voilà. Ouais, donc en fait, chaque crypto-monnaie a son utilité pour un projet en particulier. Toi, ton avis, ce serait plutôt de venir sur le projet de base, la crypto la plus longue en termes d'existence aujourd'hui, qui est le Bitcoin, finalement la plus sécuritaire, elle n'a jamais été piratée, il n'y a jamais eu d'arnaque non plus sur la blockchain en tant que telle. Bien sûr qu'il y a eu des arnaques ailleurs, mais ça, on va vous en parler. Et finalement, est-ce qu'on viendrait se diversifier avec des altcoins? Est-ce que tu es plutôt un Bitcoin maximaliste? En fait, c'est quoi ta position par rapport à ça? Alors, ma position là-dessus, moi, en fait, je suis un peu entre les deux. En fait, je suis entièrement d'accord avec les Bitcoiners sur le fait que Bitcoin, c'est une vraie crypto, entre guillemets. C'est la monnaie de demain qui révolutionne le marché financier.
Le souci, c'est que effectivement, il y a d'autres crypto-monnaies. Et en tant que débutant, je pense que ce serait une erreur de vous dire, achetez de l'Ethereum ou d'autres crypto-monnaies, parce que il faut une certaine compréhension du sujet. Il faut aller en fait dans le vif du sujet pour savoir au final, c'est quoi la différence entre Ethereum et Bitcoin, comment ça fonctionne, etc. Et pour ne pas vous casser la tête, moi je recommande aux gens, Bitcoin, très simple. C'est pour moi la porte dorée au crypto, et après si vous voulez aller plus loin, aller chercher un peu plus d'investissement ou de jouer avec vos cryptos, pourquoi pas étudier les autres. Ouais. Mais c'est à vos risques et périls. C'est ça. Au départ, il faut bien comprendre que vous touchez à une révolution technologique, qu'il faut savoir de quoi vous parlez. On est sur un actif qui, du coup, est vraiment en train d'exploser, finalement. Mais parce que je pense que le terme de révolution, c'est vraiment super adapté. Et c'est un peu comme Internet quand c'est arrivé au départ. Et ça a été une phrase qui, moi, m'a aidé à comprendre. À l'heure actuelle, alors, cette vidéo, attention, n'est pas un conseil en investissement. Hein. Non, on le faites confirme. Votre propre recherche là-dessus. C'est ultra important de savoir dans quoi vous investissez. Parce que moi, j'ai des personnes qui viennent m'envoyer un message. D'ailleurs, si vous avez des messages ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en envoyer un. J'ai des personnes qui me disent j'ai acheté de la crypto et tout, je suis sur telle crypto, je trouve que ça se porte bien et tout. Je lui dis mais ouais, d'accord, mais est-ce que tu sais comment elle fonctionne et comment elle fonctionne et à quoi ça sert? Ah non, on m'a juste recommandé d'en acheter. Non. C'est généralement pas un très bon investissement. Pour tous les actifs déjà. Pour tous les actifs, même les actions, Oui, même les actions, les obligations, c'est ça. Tant que vous ne savez pas dans quoi vous investissez, c'est vraiment pas c'est vraiment pas le bon plan. Et moi, je vais revenir sur une question de pourquoi tu t'es intéressé aux cryptos. Je me suis dit, pour commencer, je vais pas me rediriger vers la bourse parce que pour moi c'est trop centralisé et que il va y avoir forcément des personnes qui vont en faire 10 fois mieux que moi et que j'ai pas envie de suivre l'actualité, j'ai pas envie d'être à l'affût de le moindre truc pour faire de la revente, machin. Tel patron a dit telle chose sur l'action, machin. Enfin voilà, c'est bon quoi. Et un investissement de bon père de famille. Tu prends une action qui, dans le temps, va venir s'apprécier, mais sur lequel tu as moins de risques. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es dit pourquoi pas? J'ai pas envie de m'embêter. Oui, bien sûr. Je fais pas du trading non plus, je fais pas d'achat-revente, etc. Mais juste voilà, un investissement de bon père de famille. Bien sûr, c'est une stratégie aussi qui est employée un petit peu partout au final. Hein. Ah oui. Que ça soit dans la bourse, dans les cryptos, dans l'immobilier, l'investissement du bon père de famille, effectivement, c'était quelque chose c'est toujours quelque chose que je peux faire. Oui. Effectivement. Sauf que en 2017, c'était vraiment pas quelque chose que j'avais pensé. Oui, mais parce que tu avais quel âge en 2017? J'avais 17 ans. Voilà. C'était il y a 10 ans. Parce qu'en fait, on est dans un âge où on peut prendre des risques. Donc forcément que c'est beaucoup plus tentant d'aller un petit peu tout explorer, se faire ses propres avis et puis se lancer à un moment donné. Par contre, je préfère que vous ayez de l'immobilier, de la bourse ou même du Bitcoin en tant que bon père de famille que rien du tout. Exactement, tout à fait. Franchement, quitte à choisir, vaut mieux avoir ça que rien. Mais si après vous êtes plus à l'aise et qu'en effet, on va pouvoir aller chercher un petit peu plus, ça dépend de votre aversion au risque également. Mais préfère 1 que 0. Exactement. Et dans ton cas, donc, c'est intéressant qu'on en parle parce que tu t'es dit, bon, non, finalement, j'ai la flemme. Voilà. Et puis, quelle est la solution dans tout ça? Et donc, du coup, j'avais entendu en 2014 Bitcoin, mais j'étais très jeune à ce moment-là. Alors, c'est rentré par là, c'est ressorti par là, hein, voilà. Et du coup, je me suis dit, attends, mais c'est quoi Bitcoin et tout? Et là, j'ai été fouiller un peu sur Internet et je me suis dit, mais waouh! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais je me suis dit, mais c'est une dinguerie. Ouais. Tu es ta propre banque. Parce que ta propre banque, ça passe à travers une application. Donc c'est pas une entité centralisée qui va garder tes bitcoins. C'est toi. Tu as ton argent. Ton argent est à toi. Je peux l'envoyer à qui je veux, quand je veux, où je veux, partout dans le monde entier. Peu importe l'heure.
et peu importe le pays dans lequel je réside ou où je Ouais. suis, tu vois. Bitcoin, c'est la monnaie et le système de paiement. Exactement. C'est la tout même à fait. chose, C'est la même chose. centralisée. Et donc, je me suis dit, mais ça, c'est une révolution. Et je me suis dit, mais ça, il faut absolument que je le partage. Et au moment où j'ai compris le fonctionnement de Bitcoin, donc là, on est en août-septembre à peu près, je me suis dit, pour le partager, il faut quelque chose, quoi. Je peux pas le partager de personne à personne, c'est un peu plus compliqué. Alors si tu peux, Oui, de bouche à oreille, ouais, c'est bon. voilà, au départ tu peux, mais d'ailleurs les gens ils t'ont dit quoi au départ? Ta famille, Alors- ton entourage, ils ont dit tu prends pour un fou. Alors, au moment où j'ai découvert Bitcoin, Ouais. je leur en aurais pas parlé. Ok. Je n'en avais pas parlé. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah, Dimitri, si tu veux sortir de ta zone de confort, si tu veux sortir de ta prison dorée, il faut que tu fasses des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Et à ce moment-là, je me suis dit, ben, j'aime pas parler en public, j'aime pas me voir en caméra, j'aime pas m'entendre, enfin, j'aimais pas m'entendre. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, lance-toi, lance ta chaîne YouTube. Et donc, c'est en décembre 2017, si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous descendez tout en bas, vous avez la première vidéo, et je la laisse vraiment en question pour moi de historique, même si elle est nulle. Je parle, mais Bah oui, bah, c'est normal. c'est pas naturel. Mais tu te lances. Et je me suis lancé. Alors, c'était même pas sur les cryptos. En plus, En c'était plus, sur quoi? c'était sur les banques en ligne versus les banques traditionnelles. Ah, mais déjà il y avait un peu ce truc là À de l'époque, remettre en question les intermédiaires. Et Mhm. du coup, à ce moment-là, en fait, c'est là où j'ai lancé ma chaîne YouTube. Et en fait, bah, depuis ce moment-là, je l'ai pas arrêté. Et donc, la seconde vidéo, c'était sur qu'est-ce que c'est que Bitcoin. Ouais, ça, tu t'es lancé. Et après, donc là, j'ai voulu vulgariser. Et c'était en 2018 où j'ai compris comment fonctionne Bitcoin. Et c'est là où j'ai commencé à acheter mes premiers Bitcoin. Donc, j'ai commencé à acheter avec 100 euros. J'ai acheté 100 euros de Bitcoin. Voilà, Ok. ça fait tant, machin. À ce moment-là, Bitcoin, il était à 5000 euros. Aujourd'hui, il est à 65 000 euros. Ouais. Enfin, 60 000 Oui, euros. mais bon, c'est quand même Donc voilà. un Donc, énorme ratio. et je l'ai vu descendre à 3000. Donc, c'était à ce moment-là où j'ai commencé massivement à en acheter. Et je me suis dit que j'ai pas fait un coup de poker. J'ai dit juste, je crois plus en Bitcoin qu'à de l'euro. Et c'est à ce moment-là, alors, ne faites pas la même chose que moi parce que c'est vraiment des risques à prendre, mais j'ai vidé mon livret A. Je n'avais plus rien sur mon livret A. Pourtant, c'était de l'argent que mes parents avaient épargné, qui avaient mis sur mon livret A quand j'étais tout petit. Ouais. Et c'est aussi de mes petits travails par-ci par-là. Alors, je te fais une parenthèse, mais tes parents, ils étaient au courant que t'as transféré tout. Alors, à ce moment-là, donc quand j'ai acheté du Bitcoin, j'avais 18 ans. Eh ben ouais, t'étais encore jeune, hein. J'étais Toi, je te pose la j'étais question. majeur. Et mes parents ne l'ont pas su au moment même. Ok. C'est quelques jours après où je leur ai dit, bah, papa, maman, comment vous dire? J'ai vidé mon livret A. Et ils ont tiré une de ses têtes. Ah bah oui, c'est normal. Et ils m'ont engueulé, quoi, littéralement. Mais parce qu'ils ne comprennent pas. Et aussi. parce qu'ils n'ont pas compris. Et à ce moment-là, ils n'avaient pas compris. Et à l'heure actuelle, ils ont encore du mal à comprendre. Même si ça fait maintenant 4 ans que je suis dans le domaine, ils ont encore du mal à comprendre comment tout cela fonctionne. Mais c'est parce que en fait, ils sont de la vieille époque et on a pu le voir hier soir, on a discuté ensemble avec un serveur. C'était un petit peu compliqué de lui faire comprendre ce que c'était Bitcoin. Mais parce que c'est une révolution et je pense que tout le monde n'a pas envie Voilà, tout le monde n'avait pas de envie. comprendre Et mes parents également. sont dans le même aspect de ça. Ouais. Et bref, et donc du coup, c'est à ce moment-là où je me suis lancé sur Bitcoin et j'étais toujours dans mes études. J'en parlais à tous mes collègues, à tous mes potes et tout. Ouais, voilà, je me suis mis sur Bitcoin. Et puis ils me croyaient pas. Ils disaient ah, vas-y, c'est encore un délire de Dimitri. Bon, on va laisser passer quoi. Et du coup, en fait, je suis parti directement après ma licence au Canada. Et vraiment à ce moment-là où j'ai commencé à me dire, quand j'étais dans mon salariat avec les cryptos à côté, que je me suis dit non, c'est pas le salariat que je veux. C'est vraiment les cryptos. Je veux travailler dans les cryptos parce que D'accord. c'est une nouvelle économie qui se développe énormément, qui a énormément de travail à faire et que je travaille quand je veux, où je veux et avec qui je veux. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais absolument faire.
C'est une valeur de liberté finalement qui t'a toujours conduit. Voilà, c'est ça, exactement. Que ce soit dans la crypto, que ce soit finalement dans ton activité professionnelle, il y a aussi le côté sortir de ta zone de confort. Voilà, exactement. Qui est marqué chez toi. Et finalement, on va se diriger sur de la crypto qui est une révolution qui te sort de ta zone de confort. Faut que tu la comprennes, faut que tu te lances sur les altcoins. C'est un monde qui bouge énormément, que tu viens vulgariser. Et du coup, c'est important de venir vulgariser parce que ça nous concerne. En fait, que tu sois intéressé par les bitcoins ou pas du tout, quoi qu'il arrive, l'enjeu des bitcoins, il va te tomber sur la tête à un moment donné. Déjà parce que c'est un sujet qui est traité dans les élections américaines. C'est un sujet qui est traité du coup au niveau des États, puisque on a l'Europe qui se pose des questions à ce sujet, de comment on régule. On a également le Salvador qui lui a choisi de l'utiliser comme monnaie. On a également toutes les personnes qui se lancent sur ces projets. Il y a ceux qui le décrivent, il y a ceux qui sont à fond dedans. Et finalement, quoi qu'on en pense, on est obligé de s'y intéresser et de se faire un avis. Et puis après, soit vous êtes pour, et puis vous vous protégez finalement en achetant des bitcoins parce que vous êtes convaincu de ça. Soit vous vous dites non, moi je suis pas du tout pour, etc. Mais par contre, vous êtes en connaissance de cause. Et ça, c'est très important au vu de ce qui va venir au fur et à mesure du temps. Parce que si on regarde la situation monétaire de l'euro, mais aussi du dollar, c'est un petit peu la même chose, on est sur des monnaies qui explosent leur planche à billets, et à terme, il va y avoir une problématique à ce sujet, c'est sûr. Et c'est là où Bitcoin, finalement, va venir en question. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Pourquoi? Et puis, ça existera depuis un certain bout de temps. Donc, c'est sûr que si on s'intéresse déjà maintenant, c'est bien. Par contre, on va toucher à un autre sujet, c'est « ça m'intéresse, mais j'arrive trop tard. J'ai raté le train. » Mais Dimitri, il a acheté, c'était à 5 000, le mien, c'est à 60 000. Oh là là, mais je viens m'y arriver. Soit on va se dire « il faut que je rattrape ». On va faire des conneries, soit on va se dire ah non, c'est mort, j'ai raté, je fais rien, je fais plus rien. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là? Alors, en fait, c'est effectivement c'est une question très légitime parce que quand on voit au prix auquel je l'ai acheté et au prix qu'il est actuellement, on peut se poser des questions. Le truc, c'est que le bonheur de Bitcoin, c'est que un Bitcoin peut être divisible en 8 décimales, 8 chiffres après la virgule, alors que l'euro, il est divisible qu'en 2 décimales, 2 chiffres après la virgule. Donc au final, si vous en achetez maintenant ou dans 10 ans, vous allez acheter une fraction de Bitcoin. Ça va être de plus en plus compliqué d'avoir un seul Bitcoin. Ben oui. Parce que le Bitcoin, comme on l'a pu le décrire, il est désinflationniste, donc du coup, ça va être compliqué au final d'en posséder un seul. Parce que c'est fait pour protéger finalement notre valeur. Si on investit en Bitcoin, c'est pour protéger. Voilà, exactement. Ouais. Et c'est donc pour protéger sa propre valeur, comme tu le dis, vous pouvez commencer d'ores et déjà. C'est très accessible d'acheter du Bitcoin. Il y a des grosses plateformes qui font ce travail de rendre accessibles les cryptos. Et avec une seule application, vous rentrez nom, prénom, adresse, vous créez un compte sur une plateforme, vous envoyez 10 €, hop, 10 €, puis c'est bon, vous avez du Bitcoin. Et si vous achetez maintenant, vous êtes à l'aube de cette révolution parce que le Bitcoin n'est pas encore utilisé massivement dans le monde entier. Et je te mettrai une photo qui compare la courbe de l'évolution d'Internet par rapport à la courbe de l'évolution du Bitcoin dans son nombre d'utilisateurs. Ouais. Et tu verras sur cette illustration que on voit qu'on est à l'aube de la révolution d'Internet dans les années 1999 en 2024 à l'heure actuelle pour Bitcoin. Ce qui est pour moi, vous êtes toujours à l'aube de cette révolution. Et donc, ne vous dites pas, j'ai loupé le train à 5000. Moi, je connais des personnes qui l'ont acheté à 500 balles le Bitcoin. 500 € un Bitcoin. Oui, bien sûr. Et à ce moment-là, tu te dis, moi je me suis dit, mince, j'ai loupé le train. Ah ben voilà. Mais non, au final, non, du coup. T'as quand même claqué ton livret A, hein. Tu me dis non. Oui, mais c'est vrai que pour le coup. Est-ce que tu le conseillerais, tu vois? Non. Sauf ce n'est pas des conseils d'investissement. Non, c'est pas deuxième fois. Ouais, je pose vraiment la question de ton avis. Mais en fait, si vous êtes sûr dans ce que vous investissez, moi c'était mon cas. J'étais sûr que je voulais absolument acheter du Bitcoin. Je savais que Bitcoin c'est une valeur refuge
Et auquel cas, c'est de la vraie épargne. Moi, à l'heure actuelle, je n'épargne plus de l'euro, je n'épargne que du Bitcoin. J'épargne plus de l'euro sur un livret A. Pour moi, le livret A, je ne comprends toujours pas pourquoi les gens, ils épargnent encore de l'argent sur le livret A. Après, je comprends que, effectivement, épargner de l'argent sur un livret A, c'est important, mais c'est pas important sur du long terme. Moi, l'argent que j'ai sur les cryptos servira pour mes enfants et mes petits-enfants. Moi, je me dis que c'est ma sécurité et ça sera la sécurité de mes enfants et de mes futurs enfants. Parce que j'estime que on vit dans un monde incertain. C'est aussi pourquoi les gens comme toi, comme d'autres personnes qu'on connaît, qu'on a en commun, qui achètent de l'immobilier, c'est aussi pour nous garantir un patrimoine, pour nous garantir une valeur refuge et pour éviter cette inflation et protéger notre argent, notre épargne, notre dur labeur de l'inflation. Je vais aller un petit peu plus loin. En fait, dans les investissements de manière générale, ce que j'ai appris, ce qui m'a marqué en fait hier, c'est que pourquoi c'est important d'investir plutôt que d'épargner. Et épargner, c'est très bien, c'est la première étape. Mais la deuxième étape, c'est d'investir. Pourquoi ? Parce que finalement, quand on va être dans un système d'inflation avec l'euro, par exemple, quand on achète un appartement, imaginons tout simplement, eh bien sa valeur, elle est corrélée à celle de l'euro. Donc si l'euro, il fait un bond parce qu'il y a eu le Covid et que le quoi qu'il en coûte fait que ça fait exploser les prix, votre prix aussi de l'appartement, il explose avec. Vous êtes protégé. La bourse, ça va être pareil. C'est corrélé finalement au cours monétaire. Donc s'il y a une action qui explose, elle va être corrélée. Là où finalement le Bitcoin va venir en contrepartie et dire attention, moi je protège mon argent parce que je le sors de ce système d'inflation. D'accord ? Donc il y a deux visions différentes. Il y a celle que on va voir avec l'immobilier, les bourses et puis les autres types d'actifs qui sont corrélés à l'euro et qui vont protéger grâce à ça. Et après, il va y avoir le côté vraiment crypto où on va contre. Mais ceux qui ont de l'argent dans du livret A, vous avez choisi ni l'un ni l'autre. Voilà, c'est ça. Alors, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que le livret A permet d'avoir une poche tampon pour, en fait, faire de l'achat, par exemple, d'une voiture, faire un apport en immobilier, etc. C'est ça. C'est très pratique pour le coup. Étape 1. C'est ça. C'est l'étape 1. Ouais. Mais pour le coup, c'est pas quelque chose pour du long terme. Et malheureusement, c'est quelque chose que on nous inculque depuis la jeunesse, qu'il faut épargner de l'argent sur un livret A. Même on veto dessus, c'est pas vraiment épargner de l'argent sur un livret A, c'est de mettre de côté pour un investissement plus important dans le futur. En fait, on vous donne la première partie de la phrase, mais pas la deuxième. Non, voilà. Mais par contre, sur du long terme, c'est Bitcoin. Bon. Oui, ça c'est ton avis. Toi, Voilà. c'est vraiment, tu te dis, quoi qu'il arrive, c'est Bitcoin finalement. Alors, ça c'est ton avis par rapport à la crypto. J'aimerais juste parler des arnaques avant de te lancer finalement sur les autres investissements. Comment se protéger des arnaques qu'a créé un peu ce nouvel univers? Alors, il y a beaucoup de choses à connaître là-dessus. Déjà, formez-vous. Le plus important, c'est la formation. Comprendre dans quoi vous investissez. C'est la base. J'accompagne énormément de personnes là-dessus et il y a beaucoup de choses à revoir. Les personnes, elles croient que c'est très facile, machin, il suffit d'acheter, machin. Non. C'est beaucoup plus profond. Donc pour éviter les arnaques, formez-vous. Deuxièmement, ne suivez pas quelqu'un qui vous dit que vous allez faire x10, x100 ou qui va vous promettre un pourcentage. Promesse de gain rapide. Voilà. Voilà. Ça, c'est quelque chose à éviter. Ce n'est absolument pas quelque chose que je le fais sur mes réseaux parce que il y a rien de garanti. Comment la personne peut vous garantir qu'elle va vous faire gagner un x10, un x100, un x1000 ou un plus 50% en l'espace de 2 mois? C'est impossible. C'est impossible. Donc déjà ça. Promesse de gain rapide et donc promesse de gain rapide, ça à éviter. Et se lancer tout seul dans le bain sans formation, c'est à éviter. Ensuite, il y a aussi après il y a tout l'univers des crypto-monnaies. Si vous n'êtes pas certain dans ce que vous investissez,
parce que vous avez entendu parler d'un Bitcoin Cash, que un Bitcoin SV, c'est du Bitcoin, mais non, c'est pas du Bitcoin en fait. Donc ça se relie à mon premier truc, mais du coup, n'investissez pas dans tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est mon troisième point. Mon quatrième point, ça serait de faire votre avis, c'est intéressant de prendre l'avis de quelqu'un, de prendre l'information, de savoir ce qu'il en pense, mais de pas se jeter les yeux fermés sur un projet. Vraiment, faites votre analyse, parce que dans les crypto-monnaies, il y a 2 analyses à faire. Peu importe la crypto. Il y a l'analyse fondamentale et il y a l'analyse technique. Un peu comme en bourse? Exactement. Ok. Et en fait, l'analyse fondamentale, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Et l'analyse technique, c'est le prix parle de lui-même. Les prix ne changent pas. Ils ne sont pas modifiables. Et donc, les prix sont faits avec l'offre et la demande. Et quand on regarde un graphique qui se casse la figure, c'est quelque chose à ne pas y aller. Voilà, c'est méfiez-vous. Mais à l'inverse, il peut y avoir des actifs qui se cassent la figure, mais qui ont tellement des fondamentales très forts qui vont remonter. Ça existe. Moi, je l'ai vu sur le cas de Solana. Solana, c'est la 3e plus grosse crypto-monnaie sur le marché. Donc, top 1 Bitcoin, 2e ETH et 3e Solana. Voilà. Okay. Sur les actifs les plus volatiles. Après, il y a des stablecoins, etc. entre les deux. Mais voilà. Le Solana, pour moi, quand il a commencé à se casser la figure sur les plateformes centralisées, à cause de notamment la faillite de FTX. Oh, gros sujet. Gros sujet encore. Ouais. Renseignez-vous, c'est pareil. Voilà. Et en fait, FTX avait énormément de quantité de sol, donc ils étaient obligés de les vendre. Et le sol, il est passé de $239 à $9. Et moi, j'en ai racheté à $9. Il est maintenant à 139. Parce que en fait, le sol, c'est même pas une seule crypto, c'est un écosystème. C'est un ensemble, c'est l'ensemble des applications qui se construit sur ce réseau, qui ont leur propre crypto, auquel cas, qui font cette valeur au réseau. C'est un projet qui fondamentalement tient la route alors. Voilà, pour moi en fait, c'est ça, c'est qu'il il a des fondamentaux forts. Alors, je vais en entendre beaucoup parler, il y en a qui vont critiquer le sol parce que c'est un Ethereum killer. En gros, c'est une crypto-monnaie qui vient concurrencer l'Ethereum, etc. Bon, si vous voulez, je suis entièrement d'accord là-dessus. J'ai plus tendance à faire confiance à Ethereum que à Solana. Mais auquel cas, quand le moment il était venu à $9, j'en ai acheté quand même. En fait, t'as un gros débat qui est ouvert, je trouve, par les crypto-monnaies. Ça me passionne, c'est très, très enflammé. Ce qui est intéressant, du coup, justement, c'est que dans les commentaires, vous pouvez aussi expliquer un petit peu votre avis, si vous en avez, qui sont tranchés. C'est un espace de débat. Et d'ouvrir la conversation comme ça, je trouve ça fou. Enfin, c'est une révolution où tu peux vraiment, venir parler, débattre, c'est ouvert. C'est pas comme ça. Donc voilà. Donc, quand il y a une crypto-monnaie qui chute, attention, ça ne veut pas dire que c'est une arnaque. Mais il y a une petite alarme qui se réveille quand même. C'est un point d'alerteur, c'est normal. De toute façon, quand vous investissez, il y a du risque. Mais maintenant, il faut comprendre. Donc, analyse fondamentale et technique. Voilà. Et ensuite, il y a un dernier point, un 5e point, c'est ne mettez pas tous vos œufs au même endroit. On a parlé vite fait de l'affaire de FTX, mais pour rentrer dans les détails, en fait, si vous voulez, FTX, c'est une plateforme d'échange centralisée qui était extrêmement réputée dans l'écosystème. Donc, ça a été créé par un fondateur assez jeune et au final, il a fait absolument n'importe quoi avec l'argent des clients. Il l'a utilisé à foison pour acheter sa villa, son yacht, pour offrir des primes à je ne sais combien à ses salariés, pour faire des partenariats avec alors je savais qu'ils avaient un stade de foot à leur nom à San Francisco. Alors je ne sais plus dans quelle ville, mais aux États-Unis en tout cas. Okay. Ça s'appelait FTX Arena.
Donc voilà, donc vous voyez où l'argent des clients est parti. Et au final, quand il y avait plus de caisses, il y a plus d'argent dans les caisses, eh ben les personnes qui voulaient retirer leur argent de la plateforme d'échange, eh bien ils ne pouvaient absolument rien recevoir parce que l'argent n'y était plus. Et donc c'est auquel cas la faillite de FTX qui a amené le marché des crypto-monnaies dans un marché baissier. Parce que c'était tellement énorme que il y a eu des milliards de dollars qui sont partis, qui se sont volatilisés. Crise de confiance. Et lui aussi, avec l'argent des clients, qui fait n'importe quoi finalement. Donc, il y a des énormes montants d'argent qui font n'importe quoi. Et du coup, on est sur une volatilité énorme. Alors, et donc, tu parles de la plateforme d'échange là. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, les plateformes d'échange, c'est un endroit très intéressant pour commencer, mais ne laissez pas votre argent sur ces plateformes d'échange. En fait, il y a une personne que j'accompagne qui s'était étalée un petit peu partout sur des plateformes centralisées ou non. Hein. Donc, elle était sur Coinbase, Binance, petit peu partout. Un petit peu partout. Et elle était notamment sur une plateforme qui s'appelle Yeldap. Yeldap, qui est une plateforme qui permet de faire fructifier au final ces crypto-monnaies sur la finance décentralisée. Donc en fait, on vient déposer nos actifs sur cette plateforme-là et elle utilisait ces plateformes pour les déposer dans des protocoles. Et on expliquera un petit peu ce que c'est les protocoles de la finance décentralisée. Et donc elle les déposait à votre place en fait. Donc c'était bien parce que pour les personnes qui ne connaissaient en rien dans la finance décentralisée, c'était une porte d'entrée. Le souci, c'est que la personne que j'ai aidée, elle avait cet argent-là. Et moi, je n'avais aucune confiance en cette plateforme. Déjà d'une parce que elle n'était pas régulée. Les plateformes qui ont une accréditation, notamment en France, sont des plateformes qui sont sérieuses. Donc renseignez-vous bien sur les plateformes centralisées, allez sur les plateformes reconnues et reconnues, comme Binance, Coinbase, et des plateformes françaises comme Meria, qui est la plateforme de notre collègue Le Hasher sur YouTube. Ce sont des plateformes qui sont réglementées par l'autorité des marchés financiers français, le gendarme de la finance. Et cette plateforme, Yeldap, elle n'était pas en France, elle était en Suisse. Donc, c'est la réglementation suisse qui s'y impose. Et je me suis dit, attention, mais j'ai pas confiance en cette plateforme. Elle n'apporte aucune valeur ajoutée parce que on peut le faire nous-mêmes en 2-3 clics. Mais bon, bien évidemment, il faut le savoir, il faut le connaître, il faut connaître sur quelle plateforme, etc. Mais en 2-3 clics, c'est inaccessible. Donc, je vois pas en quoi ça apporte de la valeur. Et en plus de ça, cette plateforme, elle proposait un certain rendement si tu gardais leur propre token dans ton portefeuille. Donc plus tu accumulais de crypto sur ton portefeuille et la crypto de la plateforme qui s'appelait le YLD, eh bien plus tu pouvais avoir de rendement sur tes cryptos. Donc c'est un peu vicieux quand même. Et à ce moment-là, je me suis dit non, j'ai absolument pas confiance en ça. Retire ton argent de cette plateforme. Elle a retiré, je crois qu'il y avait 10 000 euros. Elle a retiré ces 10 000 euros, elle les a mis sur une autre plateforme, elle a acheté au final d'autres cryptos avec ça, et puis voilà, elle les a mis en sécurité. Eh bien, une semaine après, la plateforme faisait faillite, elle fermait sa plateforme. Et auquel cas, c'est pour ça qu'il est très important de se renseigner sur les plateformes sur lesquelles vous avez de l'argent. Et si vous ne voulez pas perdre votre temps, Binance, Coinbase, point. Il y a des plateformes françaises aussi, mais c'est tout. Mais alors, la question, quand tu viens de te renseigner, tu te renseignes sur quoi? Tu regardes, est-ce que c'est de la crypto qui t'appartient, qui est pas celle de la plateforme sur laquelle alors, ça dans apparaît? tous les cas, les cryptos... Tu regardes quoi? Voilà, c'est ça. Alors, dans tous les cas, en fait, les crypto-monnaies que vous allez déposer sur une plateforme ne vous appartiennent pas. En fait, si vous avez un compte Coinbase, vous avez de l'argent sur votre compte Coinbase. Si demain, Coinbase clôture votre compte pour X ou Y raison, parce que y a une affaire qui mentionne votre nom, par exemple, et qu'ils veulent pas d'histoire, hop, ils ferment votre compte et ils prennent tout. Hein. Ils vous prennent tout.
Ce n'est pas votre argent sur un compte Coinbase ou Binance, c'est l'argent de la plateforme. Vous lui déléguez en fait le pouvoir de votre argent. Mais c'est comme dans une banque, au final. Oui. Si la banque vient à faire faillite, à contrario, avec les banques, les plateformes de crypto n'ont pas de garantie. Les banques, ils ont une garantie de 100 000 euros. Et là, vous êtes remboursé à hauteur de 100 000. Vous êtes au-dessus de 100 000 dans une banque française, bah vous récupérez que 100 000. Hein. Il y a pas au-dessus. Donc, ce qu'il faut faire, c'est utiliser des plateformes reconnues. 2, regarder depuis la faillite de FTX, ça sera mon dernier point. Depuis la faillite de FTX, ils ont émis des preuves de conservation d'actifs. Donc en fait, chaque mois, les plateformes réalisent des audits, donc des enquêtes, de par des personnes indépendantes. Ils choisissent des prestataires externes, etc. et viennent enquêter sur les fonds de la plateforme, combien la plateforme détient réellement de fonds. Et est-ce qu'elle garantit vraiment bien, est-ce qu'elle a des garanties pour subvenir aux besoins de leurs clients, pour les retraits notamment. Et donc c'est de la preuve de conservation. Et ça, vous les avez en libre d'accès sur un site que je recommande à tout le monde d'y accéder. C'est coinmarketcap.com. Ok, on le mettra en description. Voilà. Et en fait, si vous voulez, sur CoinMarketCap, vous avez une catégorie place d'échange. Et là, sur la place d'échange, vous avez un petit icône avec des sortes de pièces qui s'entassent. Ok. Et en fait, c'est ce qu'on appelle de la preuve de conservation. Vous cliquez dessus et il va vous envoyer vers le fichier en tant que tel. Ok, donc ça tu regardes. Alors la question que j'ai finalement, c'est que en début d'épisode, tu nous expliques justement que Bitcoin, la crypto, c'est une manière de supprimer les intermédiaires et d'avoir son argent transféré à d'autres personnes directement et puis sécuriser un petit peu tout ça. On voit qu'avec les plateformes d'échange, on a un intermédiaire, donc forcément on a moins de sécurité. Moi, si je veux éviter les plateformes d'échange, est-ce que c'est possible? Comment ça se passe? Si je veux vraiment, tu vois, être puriste, quoi. Exactement. Alors, c'est tout à fait possible. Et heureusement, encore une fois. Ça a été créé pour. Parce que du coup, faudrait qu'on se pose beaucoup de questions sur, au final, sur les caractéristiques de Bitcoin. Parce que Bitcoin, c'est sans intermédiaire de confiance. C'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Bitcoin, vous avez des applications qui sont dédiées à Bitcoin. Ok. Il y a des applications qu'on appelle donc des wallets. Qui sont sécurisées. Qui sont sécurisées, effectivement. Alors, la sécurité à 100% n'existe pas. Il peut toujours y avoir une faille de sécurité. Surtout sur un type de portefeuille. Alors, il faut savoir que il y a 2 types de portefeuilles. Vous avez les portefeuilles qu'on appelle des portefeuilles à chaud et des portefeuilles à froid. Ok. Alors, on met pas ça dans un four ni dans une glacière. Oui. Donc, voilà. Explique-nous. Voilà. Alors, en fait, les portefeuilles à chaud, dans le jargon, ça s'appelle des hot wallets. Les portefeuilles à chaud, ce sont des portefeuilles qui sont connectés en permanence à Internet. Donc, ils sont sur un téléphone, sur une tablette, sur un ordinateur. Sur ces portefeuilles, c'est quelque chose que je recommande de faire quand vous commencez. Parce que vous allez recevoir facilement et vous pouvez facilement les envoyer. Mais à hauteur d'une certaine somme, j'estime à partir de 500 voire 1000 euros, voire même peut-être un peu moins, si vous vous dites bah cet argent-là, j'ai pas envie de le perdre, eh bien vous passez sur un second portefeuille qu'on appelle les portefeuilles à froid, qu'on appelle dans le jargon des cold wallets. Ce sont donc des portefeuilles qui sont totalement déconnectés d'Internet. Ce sont généralement des portefeuilles physiques, sous forme de cartes, sous forme de clés, sous forme de bagues. De bagues. Oui. Ah ouais. Et ça, j'ai très envie d'en faire une prochaine vidéo. Donc, ce sont des portefeuilles en fait, au final, qui vont avoir des caractéristiques qui leur est propres, parce que donc ils ont ils ont c'est tout un appareil au final, et cet appareil peut venir stocker du Bitcoin ou d'autres cryptos. Et donc tout dépend de sa compatibilité. Les fabricants font en sorte de rendre compatible à Bitcoin et aux autres cryptos. Et cela varie beaucoup du prix. Vous avez de l'ordre de 30 € jusqu'à 600 €.
Ah oui? Oui, il y en Pour a. se payer le portefeuille, hein? Oui, pour le portefeuille, hein, juste pour le portefeuille. Il y a Ok. rien dessus, c'est vide. Hein. Alors, il y a un des portefeuilles qui, à ma connaissance, est le plus connu. Oui, Ce serait la clé Ledger. voilà. La clé Ledger, c'est quel prix? On est de l'ordre de minimum. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est 70 €. D'accord, mais après, si c'est pour protéger ces cryptos, C'est pour ça que je vous dis que si vous voulez protéger vos cryptos à partir de 500 €, achetez une clé Ledger à 70 €. Ouais. Voilà. Point et ça s'arrête là. C'est ça. Dans tous les cas, les deux portefeuilles, en fait, ils sont, ce sont juste des supports au final. Et sur ces supports, en fait, on va venir rentrer ce qu'on appelle soit la clé privée, soit des mots de récupération. Et en anglais, dans le jargon, on appelle ça la seed phrase. D'accord. Et en fait, si vous voulez, ce sont du code au final. Enfin, c'est même pas du code, mais ce sont des chiffres et des lettres que vous allez donner à l'application ou au portefeuille en question pour avoir votre propre wallet, votre propre portefeuille. Et en fait, alors, on va parler de la seed phrase en l'occurrence. La seed phrase, donc les mots de récupération sont généralement en anglais. On est soit de 12 mots, soit de 24 mots. Ok. Et ces mots-là sont très importants parce que si vous perdez l'accès à ces mots, ou si une personne malveillante a accès à ces mots, il vous prend tout votre argent. C'est pourquoi il est très important, que ça soit sur un portefeuille physique ou sur un logiciel, de mettre ces mots dans un lieu sûr et auquel cas, vous n'avez plus de questions à vous poser. Alors là, je te posais la question hier parce que pour moi, la sécurité, c'est super important. Imagine, tu as 100 000 € comme ça, il y a tout le monde qui peut prendre tes mots et hop, t'as plus les 100 000. Ok. Donc, comment tu fais pour les sécuriser? Tu m'as donné une astuce qui, moi, ça m'a tranquillisée. J'aimerais bien que tu me la partages un petit peu. Alors, avant de passer à cette astuce, Ok, dis-moi. on va dérouler le fil et en fait, avec ces mots de récupération, vous allez avoir accès à vos cryptos. Donc, imaginons, demain, vous achetez une clé Ledger. Oui. Vous avez des mots de récupération. Votre clé Ledger va vous les donner ou, si vous en avez un, vous lui donnez. Et ensuite, vous avez accès à votre portefeuille. Demain, vous perdez votre clé Ledger. Vous l'avez oublié, je sais pas, vous l'avez avec vous dans un aéroport et vous l'avez lopé à l'aéroport. Eh bien, vous remettez vos mots de récupération sur un autre portefeuille, qu'il soit sur votre ordinateur, téléphone ou tablette, ou sur une autre clé Ledger, et vous récupérez l'accès à vos cryptos. En soi, c'est que des mots, donc tu peux les avoir dans ta tête aussi. Hein. Sinon, si vous êtes très cérébral, vous pouvez les enregistrer dans votre tête, mais il faut pas que vous ayez l'Alzheimer parce que sinon, après, ça va être très compliqué pour récupérer votre argent. Il te manque un mot, t'as perdu 100 000. Voilà. C'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage, effectivement. Ouais. Donc, autre chose, si, reprenons le cas de cet exemple de vous laissez votre clé Ledger à l'aéroport, bougez vite votre argent de ce portefeuille. Parce que si une personne retrouve l'accès à cette clé Ledger, même si elle est protégée par un mot de passe, ne réfléchissez pas, bougez votre argent. Voilà, pour le déroulement de la création d'un portefeuille. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces fameux mots de récupération? Donc, je t'ai donné une astuce hier. Ah oui. Alors, moi, au final, je me suis dit que les laisser en fait chez soi, c'est pas quelque chose qui est très sécuritaire. Je partage ton avis. Parce que déjà, ton adresse, elle est facilement récupérable sur le dark web. Il y a beaucoup de failles de sécurité sur les entreprises dans lesquelles vous utilisez, hein, mais ça peut être hors des cryptos. Hein. Ça peut être une fuite de données de Amazon, de eBay, de ce que vous voulez. Ils ont votre adresse. Donc pour cela, moi je me suis dit quel est le meilleur endroit, le plus sûr, qui peut être accessible à tout le monde, où on peut mettre quelque chose en sécurité. Eh ben, c'était une banque. Et dans certaines banques, ils vous proposent la location de coffres-forts. Et c'est là où je me suis dit, au final, pourquoi pas le faire, quoi. Et j'ai fait quand même 3-4 banques pour avoir un coffre-fort. Et c'est un coffre-fort, malheureusement, les coffres-forts sont très demandés dans les banques
parce que les gens mettent de l'argent, alors soit de l'argent liquide, soit des lingots ou des pièces d'or, soit des documents importants, genre un testament, etc. Mais ça peut vous aider aussi dans autre que les cryptos. Ça peut mettre des documents importants que vous ne voulez pas que quelqu'un y ait accès. Ouais. Et auquel cas, c'est là où je me suis dit, d'ouvrir un coffre-fort, c'était très important pour moi. Pour vous donner un ordre d'idée, ça dépend des banques. Il y en a qui facturent ça beaucoup plus, mais moi je suis à 70 € à l'année. Et vraiment, pour une question de sécurité, c'est absolument rien. Et je me dis, 70 €, oui, moi je réfléchis pas en fait. La question est... Comme on dit, la question est vite répondue. Voilà, c'est exactement ça. Là, t'es à 100% là-dedans, c'est de la sécurité. Parce que finalement, le paradoxe, c'est que, oui, il y a plus de liberté, et finalement, il y a plus d'intermédiaires de confiance, mais c'est ton devoir de sécuriser finalement ton argent. Et là, moi, j'avais une problématique vraiment sur ça. C'est chez moi, c'est pas sécuritaire. Dans ma tête, c'est pas sécuritaire. Sur mon téléphone et mon ordinateur, encore moins. Donc, la banque, oui. C'est ça. Et donc, du coup, il y a d'autres personnes qui le font autrement. Par exemple, vous avez, alors, le plus important, vous avez vos mots de récupération, notez-les sur un papier. Ne faites pas de screenshot, ne faites pas de capture d'écran, ne prenez pas en photo parce que c'est là où on peut avoir des failles de données et auquel cas des personnes malveillantes peuvent avoir accès à ce type de contenu et de vous récupérer tout votre argent. C'est aussi pourquoi l'important c'est la formation. Formez-vous, comprenez comment fonctionne votre investissement avant d'y investir. Et pour revenir à cette sécurité, il y a des personnes qui vont en fait prendre une feuille. Si c'est 12 mots, ils vont faire 6 mots et 6 mots. Ils vont les numéroter pour avoir l'ordre des mots et ils vont déchirer la feuille en deux. Ils vont mettre une partie de la feuille dans un endroit qu'ils connaissent, dans un endroit où ils savent que c'est en sécurité, et l'autre partie dans un autre endroit. Ce qui permet au final, si demain vous avez l'accès au premier endroit, il faut avoir l'accès au second endroit. C'est une quête au trésor. Exactement. Non, mais vraiment, c'est ça. Exactement, c'est une quête au trésor. Et il y a beaucoup de monde qui font ça au final. On est au surfit de Bitcoin. Si on fait un trottoir et qu'on pose la question aux gens, je suis sûr qu'il y a au moins une personne dans ce monde-là qui font ça. Ça peut être intéressant au final si vous voulez éviter la location de coffre-fort. D'accord. Alors, ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est qu'il est très, très, très vaste. Comme on a dit, c'est comme pour tous les investissements, pour tous les actifs, il faut se former parce que on n'investit pas si on comprend pas. C'est la règle de base. C'est pour ça que je vais vous inviter à venir chercher des informations sur la crypto si ça vous intéresse. Ce que je retiens, moi, de ce qu'on a vu ensemble, c'est que Bitcoin, c'est la crypto la plus longue, c'est celle qui a été créée au départ et du coup, qui est, on va dire, la plus sécuritaire, qui vous permet aussi de rentrer dans cette révolution si vous y croyez, de venir en fait retirer des tiers de confiance qui vont créer de la monnaie jusqu'à ce qu'elle ne valent plus rien. Et du coup, votre propriété, vos valeurs avec. Et finalement, c'est une manière de se protéger, c'est une manière de construire un autre monde. C'est une révolution comme Internet l'a été pour l'information. Et c'est pour ça qu'il faut vous faire votre propre avis. Deuxièmement, dans une révolution, il y a aussi plein de nouveaux acteurs qui commencent à mettre leur nez. Et puis, on a des arnaques. C'est tout à fait normal. Dans ce cas-là, se former, c'est une première partie de la réponse. Et puis, forcément, assurez-vous que c'est les vôtres, que c'est bien vos bitcoins qui sont bien en sécurité. C'est quelque chose de très important. Ensuite, on a ce type d'actif qui est très intéressant, bien sûr. Après, il y a tous les autres actifs, finalement. Tu as commencé par la crypto, et on va terminer sur ce sujet. Qu'est-ce que tu penses des autres actifs? Est-ce que maintenant que tu as fait ton chemin, finalement, dans l'investissement, tu te dis, tiens, j'aimerais bien venir bifurquer, me diversifier, moi aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Je commence à réfléchir. Alors moi, je suis parti de la Terre et je suis arrivé dans les nuages avec les cryptos. Mais il faut que je redescende sur Terre. Et pour redescendre sur Terre, il me faut des actifs du monde traditionnel parce que c'est très bien la crypto, mais au point de vue des institutions financières, si on veut évoluer et si je veux acheter plus de crypto, il faut se mettre à l'ère de son temps et puis jouer avec le système actuel.
Jouer avec les règles. Et jouer avec les règles. N'allez pas contre les règles, mais jouez avec. Non. Et auquel cas, je commence à y réfléchir d'investir dans l'immobilier. C'est quelque chose que j'y réfléchis de plus en plus. Mais étant indépendant, et pour les personnes qui nous regardent, ils peuvent aussi avoir la même problématique, entre guillemets, c'est qu'en étant indépendant, on n'a pas de fiche de salaire. Moi, je ne peux pas prouver que je gagne 1500, 2000 euros par mois. Parce que c'est très variable. Pendant un mois, je peux gagner le double du SMIC, comme un autre mois, je peux gagner la moitié d'un SMIC. C'est ça. C'est très variable. Il faut que je structure tout ça. Et après cette structuration, je vais pouvoir me proposer à des banques, faire un achat immobilier. Et c'est quelque chose que je veux absolument faire. Et je veux faire un achat immobilier dans ma ville. Parce que c'est une très grande ville et où je peux venir acheter des appartements comme des maisons. Et je veux absolument pouvoir le faire. Donc, c'est quelque chose, l'immobilier, dont je vais vraiment y investir. Ok. La bourse, ça viendra peut-être après. Tu vas y retourner finalement? Oui. Et oui. Oui, parce que au final, alors peut-être pas dans les actions, mais plus dans les obligations et dans les métaux précieux. Ok. L'or, notamment. Pourquoi? Parce que je me dis que j'y ai accès très facilement grâce à des banques, des néobanques. Je peux citer notamment Revolut. Je trouve hyper pratique cette banque, elle est géniale. Pour avoir un compte titre? Pour avoir un compte titre, c'est très facile. Okay. Acheter des actions, des obligations, voire même de l'or, c'est très simple. Ok. Et même des crypto-monnaies. Hein, on peut acheter des crypto-monnaies avec de la petite monnaie. Par exemple, avec Revolut, je dépense, je sais pas, je dis n'importe quoi, un café. Ouais. Bah, je vais avoir 50 centimes qui sera utilisé pour acheter de l'Ethereum ou du Bitcoin. D'accord, ok. Donc c'est des arrondis, je trouve ça très pratique. Et en plus de ça, bon, c'est une banque que j'utilise moi dans la vie de tous les jours, donc bref. Et je le ferai, je pense, avec ce type de porte. Mais j'irai pas forcément plus loin. Et je ferai une stratégie bon père de famille. J'irai vers des entreprises dont je connais, dont j'aime, et pour ma stratégie de bon père de famille, et aussi dans des entreprises crypto qui se sont lancées comme Coinbase notamment. Ok. Sur lesquelles tu vas faire des analyses fondamentales, des analyses techniques. Coinbase, Coinbase, je connais, donc pas besoin de faire une analyse fondamentale et technique. Mais effectivement, oui, il faut absolument se renseigner avant d'investir. C'est une évidence. Exactement. Ce qui est bien, c'est que finalement, avec la crypto-monnaie, tu as déjà en fait ce travail-là d'analyse fondamentale technique, et puis tu as juste à le déporter sur de la bourse finalement. Mais c'est des comportements, une fois que vous les avez appris, une fois que vous les avez intégrés, ils vont vous suivre dans tous vos investissements. On est vraiment sur juste de la base, puisque vous prenez votre argent, vous le placez pour le sécuriser ou vous enrichir bien sûr. Mais l'idée derrière, c'est que, bah oui, il faut savoir où vous le placez. Sinon, c'est comme si tu le balançais par la fenêtre. Donc, en effet, c'est des comportements qui vous serviront toujours. Donc ça, c'est super intéressant. Après, à voir finalement plus tard, comment va se porter ton patrimoine. Est-ce que justement, tu auras diversifié? Pourquoi? Et il faut que j'arrête avec mes questions. Mais pourquoi tu veux bien diversifier? Te dire, non, je suis à fond sur la crypto, je veux tout monopoliser dessus. Ce qui était ton cas au départ, et maintenant que tu as plus cette envie de venir diversifier, pourquoi? Alors, j'ai toujours au final cette envie de diversification parce que, en fait, en étant jeune, on prend beaucoup de risques. On va aller chercher la petite pépite, on va aller chercher du risque et j'aime toujours ça, hein, c'est pas pour autant. Mais en fait, plus le temps passe, au final, plus j'ai un besoin de sécuriser mon patrimoine. J'ai un besoin de prouver que je suis capable. Au final, c'est la preuve sociale, mais c'est aussi pour moi une gage de sécurité de prouver que je suis capable de maintenant investir dans le monde financier actuel et de faire de l'achat immobilier, etc. Et de sécuriser mon patrimoine avec de la pierre, du tangible et de me faire générer aussi, le but étant du revenu passif avec les loyers et de auto-rembourser mes investissements. En tout cas, c'est l'objectif que je vise. Alors certes, il y en a qui vont me dire ouais, mais t'arriveras pas à auto-rembourser machin du truc. Peut-être. Et auquel cas, c'est pas grave parce que moi je me dis toujours et que toute sa vie on doit apprendre.
Et c'est pour ça que la formation est très importante parce que ça nous permet de nous évoluer, que ce soit dans un domaine où on est expert ou dans un domaine qu'on ne connaît pas, parce que il y a toujours, le monde évolue toujours et de plus en plus vite. Je trouve que les personnes qui ne se forment pas, malheureusement, ils sont à la ramasse après. Et je trouve ça dommage de ne pas vivre avec son temps. De pas, oui, jouer avec les règles du jeu, Mm. finalement. C'est une manière de s'en sortir. Exactement. Tout simplement. On a tous des visions différentes. Vous ferez votre propre avis, quoi qu'il arrive, sur ce qu'on vient d'expliquer. On espère qu'on a pu justement aborder un sujet qui fait jaser de partout, apporter une clarté, ou en tout cas une envie d'en savoir plus, et puis de se dire oui, ça me concerne parce que ça te concerne. Ça te concerne sûr et certain, que ce soit maintenant ou après. À un moment donné, il va falloir se poser la question. Dans Ouais. tous les cas, on est impacté par cette inflation sur l'euro. On y est tous, hein. C'est Ah pas, oui, dans ton quotidien. dans le quotidien, on y est tous. Donc, le Bitcoin, on est tous impactés par le Bitcoin, de sa valeur ajoutée qu'il apporte à l'heure actuelle. Et ça va être un défi. On vous laisse vous renseigner. Vous avez du coup en description les réseaux pour retrouver Jim Decrypt si vous avez aimé justement son abord et vous lui faites confiance pour en savoir un petit peu plus. Et puis moi, vous avez mon compte Instagram toujours pareil pour venir poser des questions pour les prochains intervenants, pour venir tout simplement discuter de vos projets et puis pour ne pas rater les prochains épisodes, ça c'est très important. Donc en tout cas, je te remercie avec grand plaisir de m'avoir expliqué ce que c'était, d'avoir démystifié les cryptos pour les personnes qui sont pour l'instant en majorité non initiés et qui au fur et à mesure du temps vont devoir s'initier tranquillement. Et vu qu'on est à l'aube de cette révolution, c'est vraiment une chance. Donc je suis contente d'avoir pu en apprendre un petit peu plus avec toi. Et puis voilà, je te remercie. Mais c'est moi qui te remercie parce que c'est très touchant de pouvoir faire cette interview avec toi, de pouvoir aussi partager les crypto-monnaies sur d'autres personnes qui ne sont pas du tout dans l'écosystème des cryptos. C'est ça. Et avec grand plaisir de pouvoir discuter avec vous. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir au final de pouvoir parler avec toi hier parce que j'ai trouvé ça fou quoi en fait parce que moi je suis expert dans les cryptos et toi t'es expert dans l'IMO et je me suis senti tellement ridicule à côté de toi. Oui, mais j'avais la même sensation. sur l'immobilier et je me suis dit mais waouh, c'était trop bien. En tout cas, je te remercie beaucoup. C'est le plaisir de découvrir et c'est pour ça que le podcast existe. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et puis on se voit au prochain épisode. Merci à tous.